Terraforming Mars, à l'ombre de Deimos, de Jane Killick, chez 404 éditions. Chapitre 1. La poussière martienne crissa sous la botte de Lucas quand il fit son premier pas sur sa nouvelle planète, sa nouvelle maison. Un pas de plus, et il fut enfin sorti du véhicule d'amarcissage. Il s'accorda une brève pause, le temps d'apprécier la sensation de solidité sous ses pieds. Quel bonheur de peser à nouveau quelque chose. Même cette gravité, un tiers de celle de la Terre, était préférable à la pesanteur presque totale de leurs 6 mois de voyage en vaisseau. Lucas regarda le paysage majestueux de la planète sauvage. Une poussière rouge s'étendait à perte de vue jusqu'au ciel, auquel les particules en suspension dans l'atmosphère ténue et irrespirable conféraient une teinte rosée. Au loin, sur sa gauche, les 3 sommets des monts Tarsis se dressaient vers le petit disque blanc du soleil. À sa droite, à ce qu'il estimait moins d'1 kilomètre, le sol disparaissait dans les canyons du labyrinthe de Noctis. Après le confinement du voyage, cette immensité était presque effrayante. Dans son casque, il entendit sa respiration accélérée. Parce que Mars n'était pas seulement belle, mais aussi dangereuse. Température moyenne, moins 30 degrés centigrades. Atmosphère, 0% d'oxygène. Sans sa combinaison anti-radiation, Lucas aurait simultanément gelé, étouffé et bien sûr succombé aux effets des radiations solaires et cosmiques. Il manqua trébucher en s'éloignant de l'échelle alors que l'immigrant suivant débarquait. Comme les 49 autres personnes à bord, Lucas avait tourné le dos à sa planète de naissance, à la recherche d'une vie nouvelle. La plupart, séduits par la publicité, se voyaient comme des pionniers saisissant une opportunité excitante sur la nouvelle frontière. Même si la seule façon de payer le transport était de signer un contrat d'apprentissage avec la corporation Torgate. Pour sa part, Lucas n'avait laissé que du chagrin derrière lui. La planète bleue surpeuplée et polluée était avant tout l'endroit où sa famille était morte. S'il voulait survivre, il devait aller de l'avant. « Bienvenue sur Mars !» lança une voix de femme dans le haut-parleur de son casque. Il regarda autour de lui. Vu les réactions des autres immigrants, il comprit qu'elle avait émis sur leur canal collectif. « Je m'appelle Anita Andreasen », reprit la voix avec un accent norvégien. « Je suis ici, sous les drapeaux. » Un peu à l'écart des compagnons de voyage de Lucas, qui portaient tous la même combinaison anti-radiation blanche, une silhouette brandissait 2 fanions triangulaires, comme pour guider un atterrissage. Sur chaque fanion était dessiné un éclair sur une porte coulissante bleue et rouge. Le logo de Torgate. « Ici sur Mars, vous apprendrez que tout le monde se ressemble dans sa combinaison, » continua-t-elle en abaissant les fanions, maintenant que les voyageurs l'avaient identifiée. « Nous allons bientôt vous emmener à votre habitat, mais je sais que vous avez envie d'admirer un peu le paysage et de vous dégourdir les jambes après ce voyage. Prenez votre temps. Il faut un moment pour s'habituer à la gravité et à l'horizon plus proche. Faites aussi attention où vous mettez les pieds. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point votre casque limite votre champ de vision. Si vous vous prenez les pieds dans un rocher, il n'y a pas de quoi avoir honte. Ça nous est tous arrivé. Raison de plus pour rester vigilant. Bref, vous avez dû entendre les consignes de sécurité si souvent pendant le voyage que vous pourriez les réciter en dormant. Alors, prenez quelques minutes. Regardez autour de vous. Même si le panorama finit par devenir familier, on ne s'en lasse jamais. Ensuite, le bus nous conduira à votre habitat pour le repas d'accueil. Anita leur indiqua leur bus. Celui-ci tenait davantage du véhicule militaire que du bus scolaire que prenait Lucas quand il était enfant, à Cologne, avec ses 6 grosses roues tout-terrain, ses flancs saupoudrés de terre martienne et ses verrières à l'avant et à l'arrière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda une voix d'homme. Il fallut un moment à Lucas pour comprendre qu'Anders, l'un des immigrants, avait allumé son communicateur pour leur parler à tous. Il tendait un doigt vers le ciel. Lucas suivit la direction indiquée et vit sur le fond rose une pointe de lumière aussi vive que le soleil. « Sans doute l'astéroïde, » répondit Anita. « Un peu plus tôt que je pensais, mais ne vous inquiétez pas. Le système de guidage le fera arriver à bonne distance. »
Cela dit, les arrivées d'astéroïdes sont toujours moins inquiétantes quand on se trouve à l'intérieur. Alors montons dans le bus. Aucun des immigrants ne bougea, fascinés qu'ils étaient par la lumière qui gagnait en taille et en intensité. La boule de feu traversait le ciel, suivie d'une traînée de gaz. Plus Lucas la regardait, plus le projectile embrasé semblait avoir deux queues. Lucas cligna des yeux pour clarifier sa vue. Lorsqu'il les rouvrit, il lui parut certain que deux objets traversaient l'atmosphère. « Il vient vers nous !» cria Anders. Avec effroi, Lucas constata que l'homme avait raison. Il y avait bien deux boules de feu. L'une traversait le ciel comme une étoile filante et l'autre venait droit sur eux. « Embarquez dans le bus !» répéta Anita avec un peu plus d'inquiétude dans la voix. Quelques immigrants avancèrent à pas hésitants, tandis que d'autres restaient captivés par la chute de l'astéroïde. Certains avaient allumé leurs communicateurs et des accents paniqués montèrent aux oreilles de Lucas dans différentes langues. Son cœur affolé lui disait de fuir, mais dans son encombrante combinaison anti-radiation, sous la gravité étrangère de Mars, il craignait de tomber. L'immigrant à côté de lui se plaqua au sol comme un soldat qui se mettait à couvert sous le feu ennemi. Lucas regarda une dernière fois l'astéroïde enflammé, si proche à présent qu'il occupait la majeure partie du ciel. L'instinct fit céder ses genoux, et il se recroquevilla à quatre pattes. La poussière vola autour de lui quand le rocher les survola. La chaleur l'enveloppa, puis le courant d'air du passage de l'astéroïde agita la mince atmosphère martienne. La respiration de Lucas, soulagée quoiqu'encore tendue, embuait sa visière plus vite que la ventilation intérieure ne parvenait à l'évacuer. L'astéroïde disparut à moins d'1 kilomètre de là, dans le canyon le plus proche du labyrinthe de Noctis. Lucas ne le vit pas s'écraser, mais il sentit la secousse au travers du sol et il contracta les muscles pour se stabiliser. Au-delà de lui, une traînée de condensation blanche rayait le ciel, comme pour rappeler la trajectoire du rocher jusqu'au nuage de poussière rouge que l'impact avait soulevé. La voix d'Anita couvrit la cacophonie de cris surpris, effrayés ou ahuris qui encombrait les communications. Cet astéroïde aurait dû retomber beaucoup plus loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Restez ici, je vais voir l'étendue des dégâts. Elle courut jusqu'au bus avec ses petits seaux employés par les gens habitués aux conditions sur Mars et lança ses drapeaux par la porte. Elle embarqua en leur promettant de revenir. Pourtant, en voyant le bus s'éloigner dans un grand nuage de poussière rouge, Lucas eut l'horrible sentiment qu'on venait de les abandonner.